Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 23 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un médecin intrigué par un vieil homme qu'il rencontre chaque matin aux aurores lors de sa promenade quotidienne. Le vieillard parle peu, regarde l'horizon et semble attendre quelque chose ou quelqu'un. Mais qui ou quoi? C'est un récit d'Arthur Conan Doyle, traduit de l'anglais par François de Guel et intitulé « Amoureux ». Si ce podcast vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de prendre quelques secondes pour le noter ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous autoriser à refermer cette journée. Dans un premier temps, observez simplement vos sensations, vos émotions, ce qui vous passe par la tête, et notez simplement votre état général. Autorisez-vous simplement à faire un constat, à observer votre état général, sans jugement, en acceptant la manière dont vous vous sentez. Observez où se situent ces émotions dans votre corps, la manière dont elles s'expriment, et si elles créent des tensions musculaires que vous pourriez relâcher. Je vais à présent vous demander de prendre une première inspiration, longue et profonde, en rassemblant toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, et de relâcher ce qui vous pèse à l'expire, de les laisser aller. À nouveau, une grande inspiration, en rassemblant toutes ces émotions, et on relâche ce qui nous pèse à l'expire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre ou votre poitrine. Prenez un petit instant pour détendre tous les petits muscles de votre visage, votre mâchoire, votre langue, le point entre vos deux sourcils, et votre front. On va à présent finir par une courte méditation. Il s'agit simplement de se concentrer sur sa respiration, sur les mouvements qu'elle provoque, à chaque inspire et à chaque expire. Sans avoir aucune attente, en étant tout simplement présent, attentif à son corps, à ses mouvements, à sa température,
à sa position sur le matelas. À l'air que l'on inspire et que l'on expire. À notre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Arthur Conan Doyle, Amoureux. Traduction de François de Guel. Il est difficile à un médecin qui passe ses matinées et ses soirées auprès de ses malades, soit que ceux-ci viennent le consulter, soit qu'ils aillent les visiter à domicile, de trouver le temps de respirer tous les jours un peu d'air pur. S'il veut y arriver, il faut qu'il se lève de très bon matin et qu'il se promène dans les rues à l'heure où les magasins sont fermés, où le jour commence à poindre, donnant aux objets et aux rares promeneurs des formes aussi vagues que des silhouettes dans le brouillard. Cette heure matinale a bien son charme particulier. On ne rencontre que les laitiers ou les facteurs, on possède le trottoir pour soi seul, et les objets les plus banals prennent chaque jour une forme nouvelle. Il semble que la chaussée tout entière, les réverbères et les enseignes, se réveillent chaque matin avec une physionomie différente. Dans ces conditions, une ville perdue à l'intérieur des terres peut offrir du charme au visiteur, même si elle lui apparaît dans une atmosphère chargée de fumée. Ce n'était pas mon cas, car j'habitais au bord de la mer une petite ville plutôt insignifiante, sans autre charme que celui du voisinage de la côte. D'ailleurs, qui donc aimerait la ville lorsqu'on a la chance de pouvoir s'asseoir sur un banc solitaire à la pointe de la digue et d'admirer l'immense baie bleue, la courbe gracieuse et dorée que forme la plage autour des flots. Je l'adorais, cette mer, lorsque je voyais des bateaux de pêche parsemer sa grande surface. Je l'adorais lorsque passaient au loin des navires élégants qui ressemblaient à de petites taches blanches informes, avec leurs voiles gonflés comme un opulent corsage de femme. Mais je l'aimais par-dessus tout quand aucun bruit humain ne venait rompre le silence majestueux de la nature et que les rayons du soleil levant planaient lentement sur elle en se frayant un chemin au travers des nuages amoncelés. J'ai vu quelquefois l'horizon voilé par la pluie, lorsqu'un léger manteau gris tombe des nuages. J'ai vu le soleil luire sur les brisants et transpercer les grandes vagues vertes. Quand on a passé une matinée à contempler ce spectacle, on se sent mieux trempé pour retourner dans une lugubre chambre de malade. On peut affronter l'ennui sombre et mortel de sa profession, le vent dans les cheveux, l'écume de la mer aux lèvres, la plainte de la vague mugissante dans l'oreille. On se croit un homme nouveau et beaucoup plus fort. C'est au cours d'une de ces promenades que je rencontrai mon vieillard pour la première fois. Il s'approcha du banc où j'étais assis au moment où je me levais. Je l'aurais remarqué certainement dans la rue, car il était bien campé, avait une belle prestance et un je ne sais quoi de particulier dans le pli de sa lèvre et son port de tête. Il boitait légèrement en marchant dans l'allée sinueuse et s'appuyait lourdement sur sa canne, comme si ses larges épaules étaient devenues trop pesantes pour ses membres affaiblis. Tandis qu'il s'approchait, je reconnus immédiatement sur son visage, à cette imperceptible teinte bleutée du nez et de la lèvre, qu'il était atteint d'une maladie de cœur. « La montée est un peu dure, monsieur, lui dis-je.
En ma qualité de médecin, je me permets de vous conseiller de vous reposer ici avant d'aller plus loin. » Il accueillit mes paroles avec un petit mouvement de tête antique et solennel et s'assit sur le banc. Voyant qu'il n'avait pas envie de parler, je restai silencieux, mais je ne pouvais m'empêcher de l'observer du coin de l'œil, car il personnifiait pour moi le type accompli de la première moitié du siècle, avec son chapeau plat à bords relevés, sa cravate de satin noir attachée derrière par une boucle, mais surtout avec sa large figure grasse et bien rasée, striée d'une infinité de petites rides. Ses yeux, maintenant affaiblis par l'âge éterne, avaient connu le temps des diligences. Ils avaient vu les équipes de terrassiers construire la jetée sous les rayons brûlants du soleil. Ses lèvres avaient souri en dégustant les premiers numéros de Pickwick et en tournant en ridicule son jeune auteur. Le visage même de ce vieillard était un almanach vivant de 70 ans, et chacune de ses rides me faisait l'effet d'un sillon tracé par des chagrins privés, comme aussi par le malaise de l'époque. Ce pli du front datait peut-être du soulèvement des Indes. Sa patte d'oie près des yeux était née sans doute pendant l'hiver de Crimée, et je m'imaginais que ce petit faisceau de rides s'était formé à la mort de Gordon. Tandis que je me livrais à toutes ces suppositions plus ou moins folles, le vieux monsieur à la canne était parti, et il me sembla que 70 années de la vie d'une grande nation avaient défilé devant moi ce matin sur le promontoire. Mais il me rappela bien vite à la réalité de la vie. Lorsqu'il eut repris haleine, il tira une lettre de sa poche et mettant des lunettes à monture de corne, il la lut très attentivement. Sans le moindre coup d'œil indiscret, je reconnus immédiatement une écriture de femme. Lorsqu'il eut fini de parcourir cette lettre, il la relut puis s'assit. Les coins de ses lèvres s'arquèrent et ses yeux se fixèrent dans le vague en regardant la baie. Il était bien le symbole de l'homme le plus malheureux que j'aie jamais rencontré. La vue de ce visage douloureux me remua jusqu'au fond du cœur. Mais comme je le savais peu disposé à parler, au bout d'un moment je le laissai sur son banc et rentrai chez moi, rappelé par mon déjeuner et par mes malades. Je ne pensai plus à lui jusqu'au lendemain matin, mais à la même heure je le vis arriver sur la promenade et partager avec moi le banc que je m'étais habitué à considérer comme ma propriété. Il me salua en s'asseyant, mais ne me parut pas plus disposé que la veille à entamer la conversation. Je trouvai un changement en lui depuis 24 heures, d'ailleurs très à son désavantage. Son visage me sembla de plus en plus ridé, fatigué, et la sinistre teinte bleue qui encadrait son nez me parut plus prononcée pendant qu'il montait la côte. Les traits nets de ses joues et de son menton se perdaient dans une barbe naissante qu'il n'avait pas rasée depuis 24 heures. Sa tête large et imposante n'avait plus ce port majestueux qui m'avait frappé au début. Il tenait à la main une lettre. Était-ce la même ou une autre, mais toujours d'une écriture de femme. Il paraissait triste et soupirait en la regardant. Son front accusait des plis très marqués, et les coins de ses lèvres s'étaient retroussés comme ceux d'un enfant qui va pleurer. J'évitai de le déranger, mais je me demandais très intrigué quelle pouvait être la cause d'un tel changement en si peu de temps. Cette étude psychologique m'intéressait si vivement que le lendemain matin je guettai mon vieillard. Je le vis à la même heure monter la côte, mais très lentement, le dos voûté et la tête basse. Je fus horrifié à la vue du nouveau changement qui s'était produit. « Je crains que l'air de cette montagne ne vous soit contraire, me risquai-je à lui dire. Il n'accusa pas le coup directement. Il parut ne pas m'entendre. Il me sembla pourtant qu'il essayait de marmotter une réponse plus ou moins circonstanciée. Mais je ne perçus qu'un vague murmure qui s'éteignit dans le silence. Courbé, faible et vieux, il paraissait avoir au moins 10 ans de plus que le jour de notre première rencontre. Mon cœur se serra en voyant le beau vieillard décliner ainsi sous mes yeux. Il tenait encore cette fameuse lettre qu'il dépliait en tremblant.
Qui pouvait bien être cette femme dont l'écriture l'émotionnait si fortement? Une fille peut-être, une petite fille, la seule consolation de ses vieux jours. À moins que... Mais je me reprochais ce jugement téméraire, me disant que bien légèrement, j'édifiais un roman problématique autour d'un vieillard non rasé et de sa correspondance. Cependant, cette idée me trotta dans la tête toute la journée, et j'éprouvais un certain plaisir mêlé de curiosité à me représenter ces mains tremblantes, osseuses et teintées de bleu, qui dépliaient le fameux papier si troublant. J'espérais à peine le revoir, car je m'imaginais que le lendemain, il pourrait à peine sortir de sa chambre et serait sans doute cloué dans son lit. Aussi, grande fut ma surprise lorsqu'en gagnant mon banc, j'aperçus mon vieillard qui m'avait devancé. En m'approchant, j'eus peine à reconnaître en lui l'homme de la veille. Il portait bien le même chapeau à bords retroussés, la même canne, les mêmes jumelles encadrées de cornes, mais je ne retrouvais plus sa figure pitoyable, ravagée et non rasée. Il était fraîchement rasé, sa bouche avait une expression ferme, ses yeux brillaient et sa tête droite sur ses larges épaules lui donnait la silhouette d'un aigle sur son rocher. Son dos me parut aussi carré et droit que celui d'un grenadier, et je lui vis faire sauter le gravier du bout de sa canne avec une exubérante désinvolture. Un bouton d'or s'épanouissait à la boutonnière de son pardessus bien brossé, et un élégant petit mouchoir de soie rouge sortait de la poche de son gilet. On l'aurait pris pour le fils aîné du vieillard d'Hécatie qui était assis là la veille. « Bonjour, monsieur, me cria-t-il en agitant gaiement sa canne. « Bonjour, répondis-je, comme la baie est belle ce matin. »« Oui, monsieur, mais vous auriez dû la voir juste avant le lever du soleil. »« Comment? Vous êtes ici depuis cette heure-là ?»« Oui, on pouvait à peine distinguer son chemin quand je suis sorti. »« Vous me paraissez bien matinal, monsieur. »« Cela dépend des circonstances. » Il cligna de l'œil en me regardant comme pour me demander si j'étais digne d'entendre une confidence. « La vérité est que ma femme revient aujourd'hui. » Je ne pus certainement pas dissimuler ma stupéfaction. Mes yeux durent lui inspirer confiance, car il s'approcha tout près de moi et commença à me parler à voix basse, confidentiellement, comme s'il voulait empêcher les mouettes d'entendre le grave sujet de notre conversation. « Êtes-vous marié, monsieur ?» me demanda-t-il. « Non. »« Ah. Alors il vous est difficile de me comprendre. Ma femme et moi sommes mariés depuis près de 50 ans, et nous n'avons jamais été séparés, même un jour, jusqu'à maintenant. La séparation a été longue, demandai-je. Oui, monsieur. Voilà le 4e jour aujourd'hui. Elle a dû partir en Écosse pour une affaire importante, et les médecins ne m'ont pas permis de l'accompagner. Enfin, Dieu merci, c'est fini, elle sera ici dans un instant. Ici? Oui, ici. Ce promontoire et ce banc sont de vieux amis à nous, des amis de 30 ans. Les gens chez qui nous habitons ne sont pas, à vrai dire, très sympathiques, et nous n'avons pas grande intimité avec eux. C'est pour cela que nous préférons nous rencontrer ici. J'ignorais l'heure exacte du train qui devait l'amener, je voulais être là pour la recevoir si elle avait pris le 1er du matin. Dans ce cas, dis-je en me levant. Non, monsieur, non, insista-t-il. Je vous supplie de rester, si cette causerie intime ne vous ennuie pas. Au contraire, elle m'intéresse vivement. J'ai vécu si replié sur moi-même depuis quelques jours. Quel cauchemar je viens de traverser. Vous devez trouver bien étrange qu'un vieux bonhomme comme moi soit aussi tendre de cœur. Mais c'est charmant, répondis-je. Votre compliment ne me vise pas, monsieur. Tous les hommes de la terre en seraient au même point
si comme moi ils avaient eu la bonne fortune d'épouser une femme comme la mienne. En me voyant vieux et cassé, en m'entendant parler de notre union de 40 ans, vous vous imaginez peut-être que ma femme est vieille elle aussi. Il riait de bon cœur et clignait des yeux d'un air malin. Ma femme est une de ces créatures, voyez-vous, qui conservent toute la jeunesse de leur cœur. Aussi, leur visage ne vieillit jamais. Il reste frais comme à 18 ans. Pour moi, elle est ce qu'elle était lorsqu'elle m'a accordé sa main. Un peu plus forte peut-être, car comme jeune fille, on lui reprochait la sveltesse de sa taille. Sa situation de fortune était plus brillante que la mienne. Son père m'avait pris chez lui à titre d'employé. Notre mariage a été une vraie idylle. J'ai réussi à conquérir son cœur, mais chose curieuse, je me demande comment j'ai pu y parvenir. Je crois rêver en pensant que cette délicieuse et douce jeune fille a marché côte à côte avec moi toute la vie et que j'ai été capable de... Il s'arrêta net et je le regardai étonné. Il tremblait de tous ses membres, ses mains se crispèrent sur le banc et ses pieds se mirent à piétiner nerveusement le gravier. Je compris ce qui se passait. Il essaya de se lever, mais dans son état d'agitation, il ne le put pas. Je fis le geste de lui tendre la main, mais un scrupule de politesse m'arrêta et je détournai la tête du côté de la mer. Un instant après, il était debout et descendait la côte à une vive allure. Une femme venait à nous. Elle était déjà bien près lorsque je l'aperçus à 30 mètres environ. Je ne sais si je dois me fier à la description qu'il m'en avait faite ou s'il gardait d'elle empreinte dans son cerveau une image très idéalisée. La personne que j'avais sous les yeux était grande, j'en conviens, mais épaisse, déformée, avec une figure épanouie et rouge à l'excès. Elle portait une jupe ridiculement courte. Le ruban vert de son chapeau me fit loucher, comme aussi sa blouse trop ample et d'un goût douteux. Me trouvais-je donc en face de la jolie jeune femme annoncée? Mon cœur fut péniblement impressionné en pensant qu'une femme pareille était bien indigne de son amour. Elle suivait l'allée de son pas ferme pendant qu'il titubait en allant à sa rencontre. Puis quand ils furent près l'un de l'autre, je remarquai en regardant discrètement du coin de l'œil qu'il lui tendait les deux bras. Elle, intimidée par des effusions en public, se contenta de prendre sa main et de la serrer. En voyant l'expression de sa figure, je me tranquillisai sur le sort de mon vieux monsieur. Dieu veuille qu'un jour, lorsque cette main qui écrit sera tremblante, que mon dos se courbera vers le sol, les yeux d'une femme m'accordent un regard aussi tendre que celui surpris par moi tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit.